Est-ce que Morel et Prom est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Morel et Prom. Alors, on est sur une action qui est très volatile, très corrélée au cours du pétrole, et il y a un risque spécifique sur Morel et Prom, c'est que on opère dans des zones qui sont géopolitiquement, on va dire, un peu plus risquées. Donc, Morel et Prom exploite du pétrole et du gaz, et aussi une ferme photovoltaïque en association avec d'autres groupes comme Total Energy, dans des pays comme l'Angola, Tanzanie, le Gabon, donc des zones un peu risquées. On est aussi au Venezuela, en Colombie. Voilà, donc ça fait, c'est une junior pétrolière dans des zones un peu risquées, donc il faut s'attendre à un cours qui soit volatile et à des multiples qui ne sont pas très élevés. Logique, hein, parce que le marché met une prime de risque supplémentaire sur Morel et Prom. Bon, on a publié cette semaine, et la publication, à mon avis, était pas mal, hein. Je vous renvoie vers la vidéo d'analyse spécifique de cette publication. Donc, ce qui s'est passé sur Morel, hein, c'est que on était plutôt à un cours qui commençait à accélérer fortement, et tac, on a eu la suspension de la licence d'exploitation au Venezuela à cause de l'administration de Trump. Bon, donc du coup, ça a fortement chuté. Depuis, ça se reprend un petit peu. On a des rumeurs de reprise, enfin en tout cas, on a Chevron qui a pu reprendre ses activités d'exploitation au Venezuela. Donc, quand il y a eu cette annonce-là, ça a fait monter le cours de Morel et Prom, hein. Donc là, je pense qu'on va tranquillement se rétablir, et on a cette petite hymne un peu supplémentaire sur la possibilité de reprendre la production au Venezuela, enfin la commercialisation de la production au Venezuela. Si ça se matérialise, je pense que ça sera salué par la bourse. Bon, donc ça pour le cours, c'est volatile, il faut s'y attendre. Ensuite, niveau croissance du chiffre d'affaires. Alors sur 10 ans, c'est 7,4% de croissance du chiffre d'affaires. C'est pas mal, hein. Alors ici, ils mettent que sur 10 ans, on est en cumulé sur des cessions d'actifs nets. Il a fallu se désendetter, hein, au début de la période. Si on zoome sur la période récente, on continue en revanche à faire des acquisitions. Ils achètent à droite, à gauche des participations dans des actifs. Euh, Récemment, par exemple, ils vont aller exploiter un gisement gazier en Colombie. Donc du tout, ça, on va dire, renforce un peu la production, les volumes de production de Morel et Prom. Il faut savoir aussi que ça ne va pas apparaître ici, mais ils font ils ont des résultats mis en équivalence. Donc ça fait gonfler le résultat. Par exemple, ils ont des participations dans Seplat et d'autres entreprises. Et ça génère du dividende et aussi du résultat financier, hein, via le résultat mis en équivalence des entreprises dans lesquelles on a des participations. Donc le chiffre d'affaires de Morel et Prom, il ne faut pas le prendre tel quel. Il ne faut pas uniquement regarder cela. Donc on voit que sur le chiffre d'affaires, c'est un peu volatile. On a un peu de baisse en volume sur la dernière publication, et beaucoup de baisse de prix. Donc ça, évidemment, ça impacte le groupe. Mais c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est qu'ils font des acquisitions dans le gaz pour un peu se désensibiliser à la variation du cours du pétrole. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, sur la croissance, de toute façon, il faut s'attendre à ce que ça soit aussi volatile d'un point de vue volume et aussi bien que prix. Alors sur les volumes, je pense que ça va quand même être en expansion. Ouais, enfin, il faudra évidemment retrancher la suspension de la licence au Venezuela, mais ce qu'il faut regarder, voilà, c'est hausse de la production en volume, les prix, on peut rien y faire, et aussi donc production, enfin des participations qui viennent améliorer le résultat net. Donc, bon, voilà, pour le chiffre d'affaires, c'est plutôt c'est correct, hein, il n'y a pas de sujet. Ensuite, au niveau des taux de marge, bon, dans leur compte de résultat, ils mettent pas ils calculent pas de taux de marge brute. Donc ça sert à rien de regarder ça, puisque là, il est au-dessus de 100% même, donc bon, hop, ça n'a pas de sens. En revanche, le taux de marge d'EBITDA et la marge opérationnelle, ça c'est important, et elle est très élevée chez Morel et Prom, hein. On est très, très efficient au niveau opérationnel, puisqu'il y a encore aussi impressionnant, c'est le taux de marge net, hein, 35%. Si on regarde les taux de marge de free cash flow, bon, il baisse un petit peu. On a de la dépense en capital aussi sur les quelques semestres passés. Donc ça, c'est excellent aussi, hein. Ils investissent pour la croissance future, donc dépenses en capital pour augmenter les volumes futurs. Donc c'est très bien. Nous, c'est ce qu'on veut. Moi, c'est en tout cas en tant qu'actionnaire, je suis plutôt. C'est bien d'avoir du dividende qui passe via les free cash flow, mais c'est aussi bien d'avoir la croissance des volumes. On est encore une junior pétrolière, donc elle a de quoi faire pour continuer à faire croître le résultat net
et donc le capitaux propres. Donc pour l'instant, sur les marges, voilà, taux de marge net en hausse, taux de marge d'EBITDA sous contrôle, bien maîtrisé. Alors, au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, on va regarder ce qui se passe. Donc, free cash flow, bénéfices nets en cumulé. Sur 10 ans, on a fini d'être en perte nette sur 10 ans en cumulé. On est en positif de 600 millions. Donc là, en fait, ce qui s'est passé sur Morel Prom, c'est qu'on a purgé le passé. Toutes les dépréciations ont été passées. C'est bien évidemment du non-cash, hein, c'est pour ça que les free cash flow sont positifs sur 10 ans. Et donc maintenant, c'est fini. On n'a plus besoin de purger autant. Si on regarde sur 3 ans, ce qu'on peut constater, c'est que les bénéfices nets maintenant sont supérieurs au free cash flow parce que on redevient une société de croissance qui passe des dépenses en capital. Et donc, ça mange un peu les free cash flow, mais pour moi, c'est très bien d'avoir la dépense en capital. On fait croître l'appareil productif et c'est ce qu'on veut en tant qu'actionnaire d'une junior pétrolière. Hein. C'est une small cap encore, hein, enfin une mid cap, allez, on va dire. Donc, il y a du potentiel de croissance. Donc, moi, c'est tout à fait logique. Je trouve que c'est tout à fait logique qu'ils passent des dépenses en capital pour continuer à financer la croissance future. Donc ça, c'est bien. Au niveau du BFR, on est négatif. Donc là, ça veut dire que ce sont les clients qui financent l'activité et qu'on gère bien les stocks. Et on regarde s'il y a une variation du BFR négative en cumulé, c'est bien le cas. Donc ça s'améliore de plus en plus. Donc la situation de besoin en fonds de roulement de Morel et Prom est de plus en plus favorable. C'est excellent, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'injecter de cash dans les opérations. Très bien. Au niveau des dépréciations, amortissements face à la dépense en capital, si on se met sur 3 ans, on voit que la dépense en capital, maintenant, elle est supérieure aux dépréciations amortissements. Donc, on commence, voilà, on continue à faire croître l'appareil productif. On a même du other cash items en négatif. Donc ça, c'est de la dépense cash. Alors, je ne sais pas de ce dont il s'agit. Il faut aller dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre. Mais on est sur, voilà, du coup, si on prend CAPEX plus other cash items en négatif, ça fait 2 milliards. Donc voilà, on a notre différence. Hein. On retrouve à peu près notre différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. Bon. Donc, société qui fait croître son appareil productif. Pour allouer l'entreprise entre le bénéfice net et le free cash flow, on prendra plutôt les free cash flow. Ça permettra d'être conservateur parce que du coup, on a un peu moins de free cash flow que le bénéfice net. Hein. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle. Je me remets sur 10 ans pour qu'on voie bien. Rendement des capitaux investis. Hop, on est sur une amélioration fulgurante depuis 2021. La médiane, c'est 3,6%. Alors, je me méfie des déviations comme ça. Hein. Souvent, ça, c'est le logiciel qui a des problèmes et qui après corrige le rendement des capitaux investis. Bon, si on est à 21%, à 21,5%, c'est excellent. Mais bon, en tout cas, sur la nouvelle médiane, à mon avis, c'est plutôt ça, c'est plutôt 11%. Et je pense qu'on est quand même bien, ouais, on doit être à ce niveau-là, hein, 21%, ça ne me choque pas. Et si on regarde le rendement des fonds propres, en fait, on n'est pas si loin que ça. Hein. Le rendement des fonds propres est plutôt très bon hein, sur Morel et Prom. Donc ouais, on est à 22%. Donc très très bonne rentabilité, très forte rentabilité du groupe, avec une croissance qui n'est pas exceptionnelle, ce qui veut dire que on a une génération de cash qui est énorme, ce qui va permettre de faire des acquisitions. Mais justement, on va regarder ce qui se passe du côté de la dette. Donc, hop, on est sur une dette nette négative. Donc, c'est-à-dire qu'on a de la trésorerie nette. Et ça nous permet de générer des intérêts de placement. Bon, pas énorme, hein, 88 millions, parce que voilà, on est cash net seulement depuis 2023. Mais bon, ça va s'accélérer. Bon, après, ils n'entendent pas garder du cash autant de cash en banque, hein, ça n'a pas d'intérêt. Soit ça doit être rendu aux actionnaires, soit ça doit être utilisé pour faire des acquisitions, et ils continuent sur ce front à faire des acquisitions. Notamment, ils vont continuer à augmenter leur participation dans l'actif gazier, le gisement gazier en Colombie, mais je pense qu'il faudra s'attendre à d'autres annonces par la suite. Et donc, à mon avis, ils vont rester peut-être à un niveau d'endettement non nul. Hein. Ils vont se remettre à un niveau d'endettement non nul. Ça va devenir... je sais pas, on peut s'endetter à une fois les bidas sans problème. Hein. Donc là, ils ont quand même de la surface financière pour faire de très grosses acquisitions. Actuellement, les valorisations sont plutôt faibles dans le pétrole, vu qu'il y a une baisse du cours du pétrole. Donc c'est peut-être le moment de mettre ça à profit. Et je pense que même voilà, sur la prochaine publication, ils seront plus cash net. Et c'est excellent hein, pour l'actionnaire. Ça n'a pas d'intérêt pour un tel groupe d'avoir de la trésorerie nette. Ça génère peut-être 2 à 3% d'intérêt. Mais pour un actionnaire, c'est un coup d'opportunité. Notamment, l'actionnaire peut placer facilement à 7-8% sur une autre action. Donc, soit c'est utilisé pour faire des acquisitions, ce qui sera le cas, soit c'est rendu en dividende. C'est un peu le cas, mais c'est pas énorme non plus. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Si on regarde les dividendes et le nombre d'actions en circulation, donc on est sur un free cash flow qui nous est calculé à 95 millions de dollars contre 65 millions de dollars de
Dividende. Bon, alors, ce dividende, il augmente, hein. Ça mange quand même, ça prend une bonne partie des free cash flow, mais là, ils sont un peu structurellement bas, hein, les free cash flow. Voilà, la médiane, si on se met sur 3 ans et qu'on prend une médiane des free cash flow, on est sur quelque chose d'un peu plus élevé que ça, hein, 156 millions sur 3 ans. Donc c'est plutôt très soutenable, hein, ce dividende sans problème. Si on regarde, donc ça nous donne un rendement d'à peu près 6%, hein, c'est pas mal. 5% plutôt. Allez, 5,5. Pas de variation du nombre d'actions, puisque ils rachètent pas leurs actions. Ça a été demandé dans l'assemblée générale, mais ils comptent pas racheter leurs actions pour les annuler. Donc plutôt du dividende qui sera versé fin août, à un niveau un peu intéressant, hein, je pense. Donc ça sera 75 millions d'ailleurs, hein. Ça, c'est le dividende des 12 derniers mois. Le dividende actuel, il sera à 75 millions. Donc ça va prendre quand même une bonne partie des free cash flow des 12 derniers mois, mais c'est soutenable. 75 millions, ça va vous donner un rendement qui est sympathique, hein, 6,5%. Donc plutôt pas mal, plutôt généreux avec l'actionnaire. C'est ce qu'on veut sur ce dossier qui est quand même un peu risqué, un peu volatile. Donc c'est bien quand même de rendre un peu de cash aux actionnaires. Après, on peut le réinvestir sur Morel et Prom, ce qui n'est pas une mauvaise idée, ou le retirer, ou l'investir encore ailleurs. Donc plutôt pas mal à ce niveau. Ensuite, on va valoriser l'entreprise. On a dit qu'on se mettait un price to cash flow pour être conservateur. Du coup, là, ça commence à. Là, il y a temporairement des free cash flow qui sont là. Donc, comme ils sont bas, les free cash flow, le multiple, il remonte en flèche, hein. On a 13, ce qui est relativement élevé, hein, pour Morel. La médiane est à 8. Si on regarde en price earning, on est quand même pas cher. On est en dessous de la médiane à 5,7. Et le juge de paix, pour moi, ça sera plutôt la VE sur EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, on est cash net. Donc, en fait, là, ça va être market cap moins cash net. Et ça nous donne une valorisation. Alors, elle est très très faible, hein. Sur 5 ans, c'est 2,8 en médiane. On est dessus, mais on peut payer. Enfin, et sur 10 ans, c'est 3,9. Donc, le marché boude un peu quand même, hein, cette entreprise. Enfin, il met une énorme prime de risque. Donc là, sur les free cash flow, on est surévalué. Mais je pense que c'est ponctuel, vu que les free cash flow ont un peu dévié à cause des capex. Au niveau price earning, on est sous-évalué. Au niveau de la valeur d'entreprise sur EBITDA, on est sous-évalué par rapport aux multiples 10 ans, hein. Pour ce qui est des multiples 5 ans, on est sur la médiane, mais c'est tellement faible, 2,8, que là, je pense que le marché est vraiment trop radin avec Morel et Prom. Au niveau des actifs tangibles, ça a remonté. Il y a une période où ça peut s'acheter, si on dézoome un petit peu, en dessous des actifs tangibles. Voilà, en 2020, bon, c'est quand tout allait mal, hein, mais on aurait pu toucher du Morel et Prom en dessous des actifs tangibles. Sur 2023 aussi, ça a été le cas, presque sur 2024. Bon, on n'est pas très très loin des actifs tangibles, hein. En soi, c'est une marge de sécurité pas mal, hein. Donc, Morel et Prom, conclusion, moi je pense que ça reste un bon dossier. Maintenant, il faut s'attendre à de la volatilité sur le groupe. On se prend régulièrement des déconvenues de 30%, hein. Donc en 2024 ou 2023, je ne sais plus, je crois que c'était en 2023. Il y a eu coup d'État au Gabon, bim, ça a fait chuter le cours. Ensuite, ça s'est bien repris. La suspension de la licence au Venezuela, tac, ça fait chuter le cours. On ajoute à ça la baisse du cours du pétrole, évidemment. Mais en fait, pour moi, c'est plutôt le genre d'action où il ne faut pas acheter une position complète dès le début. Il vaut mieux ouvrir la position et ensuite profiter de trous d'air pour se renforcer, parce qu'il y a des trous d'air de temps en temps. Et après, bon, ben, il faut rester patient. Si on a une position complète et qu'on a un moins-value, je pense qu'il suffit de rester confiant, parce que le management délivre avec leur bonne gestion, leur bon track record en fusion-acquisition. Donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis sur Morel et Prom. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.